La sorcière de la rue Mouffetard. Il y avait une fois dans le quartier des Gobelins à Paris une vieille sorcière affreusement vieille et laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Un beau jour, en lisant le journal de sorcière, elle tomba sur le communiqué suivant. « Madame, vous qui êtes vieille et laide, vous deviendrez jeune et jolie. Et pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. » Et plus bas, en petites lettres, « Attention, le prénom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre N. » Or, il y avait dans ce même quartier une petite fille qui s'appelait Nadia. C'était la fille aînée de Papa Saïd. Je ne sais pas si vous connaissez, qui tenait l'épicerie buvette de la rue Broca. « Il faut que je mange Nadia, » se dit la sorcière. Un beau jour que Nadia était sortie pour aller chez le boulanger, une vieille dame l'arrêta. « Bonjour, ma petite Nadia. »« Bonjour, madame. Veux-tu me rendre un service ?»« Lequel ? » ?»« Ce serait d'aller chercher pour moi une boîte de sauce tomate chez ton papa. Cela m'éviterait d'y aller. Je suis si fatiguée. » Nadia, qui avait bon cœur, accepta tout de suite. Sitôt qu'elle fut partie, la sorcière, car c'était elle, se mit à rire en se frottant les mains. « Que je suis maligne, disait-elle. La petite Nadia va m'apporter elle-même la sauce pour la manger. » Une fois rentrée chez elle avec le pain, Nadia prit sur le rayonnage une boîte de sauce tomate et elle se disposait à repartir lorsque son papa l'arrêta. « Et où vas-tu comme ça ?»« Je vais porter cette boîte de sauce tomate à une vieille dame qui me l'a demandée. »« Reste ici, » dit papa Saïd. « Si ta vieille dame a besoin de quelque chose, elle n'a qu'à venir elle-même. » Nadia, qui était très obéissante, n'insista pas. Mais le lendemain, en faisant des courses, elle fut pour la seconde fois arrêtée par la vieille. « Eh bien, Nadia, et ma sauce tomate ?»« Je m'excuse, » dit Nadia, toute rougissante, « mais mon papa n'a pas voulu, il dit que vous veniez vous-même. »« C'est bon, dit la vieille, j'irai. » Le jour même, en effet, elle entrait dans l'épicerie. « Bonjour, monsieur Saïd. »« Bonjour, madame. Vous désirez ?»« Je voudrais Nadia. »« Hein ? Pardon, je voulais dire une boîte de sauce tomate. »« Ah bon ? Une petite ou une grande ? » ?»« Une grande, c'est pour Nadia. »« Quoi ? Non, je voulais dire, c'est pour manger des spaghettis. »« Ah, bien, justement, j'ai aussi des spaghettis. »« Oh non, ce n'est pas la peine, j'ai déjà Nadia. »« Comment ? Excusez-moi, je voulais dire les spaghettis, je les ai déjà chez moi. »« En ce cas, voici la boîte. » La vieille prit la boîte, la paya, puis, au lieu de partir, se mit à la soupeser. « C'est peut-être un peu lourd. Est-ce que vous ne pourriez pas... » ?»« Quoi ? Envoyer Nadia la porter chez moi ? » Mais papa Saïd se méfiait. « Non, madame, nous ne livrons pas à domicile. Quant à Nadia, elle a autre chose à faire. Si cette boîte est trop lourde pour vous, eh bien, tant pis, vous n'avez qu'à la laisser. »« C'est bon, dit la sorcière. Je l'emporte. Au revoir, monsieur Saïd. »« Au revoir, madame. » Et la sorcière s'en fut avec la boîte de sauce tomate. Une fois rentrée chez elle, elle se dit « J'ai une idée. Demain matin, je vais aller rue Mouffetard et je me déguiserai en marchande. Lorsque Nadia viendra faire les courses pour ses parents, je l'attraperai. » Le lendemain, elle était rue Mouffetard, déguisée en bouchère, lorsque Nadia vint à passer. « Bonjour, ma petite fille. Tu veux de la viande ? » ?»« Ah non, madame, je viens acheter un poulet. » Zut, pensa la sorcière. Le lendemain, elle se déguisait en marchande de volailles. « Bonjour, petite. Tu m'achètes un poulet ? » ?»« Ah non, madame, aujourd'hui, je veux de la viande. » »« Crotte !» pensa la sorcière. Le troisième jour, déguisée à nouveau, elle vendait à la fois de la viande et de la volaille. « Bonjour, Nadia. Bonjour, ma petite fille. Qu'est-ce que tu veux ?
Tu vois, aujourd'hui, je vends de tout. Du bœuf, du mouton, du poulet, du lapin. Oui, mais moi, je veux du poisson. Flûte. Rentrée chez elle, la sorcière réfléchit, puis elle eut une nouvelle idée. Eh bien, puisque c'est comme ça, demain matin, je deviendrai à moi toute seule toutes les marchandes de la rue Mouffetard. Et en effet, le jour suivant, toutes les marchandes de la rue Mouffetard, il y en avait exactement 267, c'était elle. Nadia vint, comme à l'ordinaire, s'approcha sans méfiance d'un inventaire de légumes pour acheter cette fois des haricots verts. Et elle allait payer quand la marchande la saisit par le poignet, l'enleva et hop, l'enferma dans le tiroir caisse. Mais heureusement, Nadia avait un petit frère qui s'appelait Bachir. Voyant que sa grande sœur ne rentrait pas, Bachir se dit « C'est sûrement la sorcière qui l'a prise. Il faut que j'aille la délivrer. » Il prit sa guitare à la main et s'enfuit rue Mouffetard. En le voyant arriver, les 267 marchandes, qui étaient la sorcière, se mirent à crier « Où vas-tu comme ça, Bachir ?» Bachir ferma les yeux et répondit « Je suis un pauvre musicien aveugle et je voudrais chanter une petite chanson pour gagner quelques sous. »« Quelle chanson ?» demandèrent les marchandes. « Je veux chanter une chanson qui s'appelle Nadia, où es-tu ?»« Ah non, pas celle-là. Chante-en une autre. »« Mais je n'en sais pas d'autre. »« Alors chante-la tout bas. »« C'est entendu, je chanterai tout bas. » Et Bachir se mit à chanter tout haut. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Réponds que je t'entende. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Car je ne te vois plus. Moins fort, crièrent les 267 marchandes. Tu nous casses les oreilles. Mais Bachir continuait de chanter. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Quand tout à coup une petite voix lui répondit. Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera. En entendant ces mots, Bachir ouvrit les yeux et les 267 marchandes sautèrent sur lui en criant. C'est un faux aveugle! C'est un faux aveugle! Mais Bachir, qui était courageux, brandit sa petite guitare et assomma d'un coup la marchande la plus proche. Elle tomba raide. Et les 266 autres tombèrent en même temps qu'elle, assommées, elles aussi. Alors Bachir entra dans toutes les boutiques, l'une après l'autre, en chantant « Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu » Pour la seconde fois, la petite voix lui répondit « Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera !» Cette fois, il n'y avait plus de doute. La voix venait de chez la marchande de légumes. Bachir sauta dans la boutique par-dessus l'étalage au moment même où la marchande, sortant de son évanouissement, ouvrait un œil. Et en même temps qu'elle, les 266 autres ouvraient également l'œil. Heureusement, Bachir s'en aperçut, et d'un coup de guitare bien appliqué, il les rendormit pour quelques minutes. Ensuite, il essaya d'ouvrir le tiroir-caisse, cependant que Nadia continuait à chanter. « Bachir, Bachir, délivre-moi, ou la sorcière me tuera !» Mais le tiroir était trop dur, cela n'avançait pas. Nadia chantait et Bachir travaillait, et pendant ce temps, les 267 marchandes se réveillaient. Mais cette fois-ci, elles se gardaient bien d'ouvrir les yeux, elles restaient les yeux fermés, au contraire, et elles s'approchaient en rampant de la boutique où Bachir travaillait, afin de le cerner. Comme Bachir, épuisé, ne savait plus que faire, il vit passer un grand marin, tout jeune et très costaud, qui descendait la rue. « Bonjour, marin, veux-tu me rendre un service ?»
Lequel? Ce serait de porter ce tiroir-caisse que juste chez nous. Ma sœur est enfermée dedans. Et qu'est-ce que j'aurai comme récompense? Tu auras l'argent. Et moi, j'aurai ma sœur. D'accord. Bachir souleva le tiroir-caisse et allait le passer au marin quand la marchande de légumes, qui s'était approchée tout doucement, l'attrapa par un pied et se mit à glapir. Ah, brigand, je te tiens! Bachir perdit l'équilibre et laissa échapper le tiroir-caisse. Celui-ci, qui était très lourd, tomba en plein sur la tête de la marchande, et de ce coup-là, les 267 marchandes eurent tout en même temps le crâne fracassé, ouvert, avec toute la cervelle qui sortait. Cette fois, la sorcière était morte, et bien morte. Ce n'est pas tout. Sous le choc, le tiroir s'ouvrit et Nadia en sortit. Elle embrassa son petit frère, le remercia et tous deux retournèrent chez leurs parents pendant que le marin ramassait dans le sang l'argent de la sorcière. La fée du robinet. Il était une fois une fée, une gentille petite fée qui vivait dans une source pas très loin d'un village. Vous savez, n'est-ce pas, que la Gaule autrefois n'était pas chrétienne et que nos pères les Gaulois adoraient les fées. À cette époque, les gens de ce village adoraient cette fée-là. Ils portaient à la source des fleurs, des gâteaux et des fruits, et même, les jours de fête, ils mettaient leurs plus beaux habits pour y venir danser. Et puis, un jour, la Gaule devint chrétienne et monsieur le curé interdit aux gens du pays de porter des offrandes et de venir danser autour de la source. Il prétendait qu'ils y perdraient leurs âmes et que la fée était un diable. Les villageois savaient bien que ce n'était pas vrai. Cependant, ils n'osaient rien dire parce qu'ils avaient peur du curé. Mais les plus vieux d'entre eux continuèrent de venir en cachette pour déposer leurs dons près de la source. Quand le curé s'en aperçut, il se fâcha tout rouge. Il fit dresser en cet endroit une grande croix de pierre, puis il organisa une procession et prononça au-dessus de l'eau
un tas de paroles magiques en latin pour chasser la fée. Et les gens crurent vraiment qu'il avait réussi à la faire fuir, car pendant 1500 ans, plus personne n'entendit parler d'elle. Les vieux qui l'adoraient moururent, les jeunes l'oublièrent peu à peu, et leurs petits-enfants ne surent même plus qu'elle avait existé. Même les curés, ses ennemis, cessèrent de croire en elle. Pourtant, la fée n'était pas partie. Elle était toujours là, dans la source, mais elle se cachait, car la croix l'empêchait de sortir. Du reste, elle avait bien compris que personne ne voulait plus d'elle. Patience, pensait-elle, notre temps est passé, mais le temps des chrétiens passera, lui aussi. Un jour, cette croix tombera en morceaux et de nouveau, je serai libre. Un jour, deux hommes passèrent près de la source. C'étaient des ingénieurs. Ils remarquèrent que l'eau en était abondante et claire et décidèrent de l'utiliser pour le ravitaillement de la ville prochaine. Quelques semaines plus tard, arrivèrent les ouvriers. Ils enlevèrent la croix qui les gênait pour travailler, puis ils captèrent l'eau de la source et l'amenèrent par tuyau jusqu'à la ville. C'est ainsi que la fée se retrouva un beau jour dans une canalisation qu'elle suivit à l'aveuglette pendant des kilomètres en se demandant ce qui avait pu arriver. À mesure qu'elle avançait, le tuyau se faisait plus étroit, se divisait en plusieurs tuyaux secondaires. La fée tournait tantôt à gauche, tantôt à droite, et pour finir, elle aboutit à un gros robinet de cuivre au-dessus d'une pierre à évier. C'était une chance pour elle, car elle aurait pu aussi bien tomber dans une chasse d'eau, et dans ce cas, au lieu de la fée du robinet, elle serait devenue la fée des cabinets. Mais par bonheur, cela n'arriva pas. Ce robinet et cet évier faisaient partie d'une cuisine, et cette cuisine était située dans un appartement où habitait une famille d'ouvriers comprenant le père, la mère et deux grandes filles. La fée resta longtemps sans se manifester à eux, car les fées ne se montrent pas pendant le jour, elles ne sortent qu'après minuit. Or, le père travaillait dur, la mère aussi. Les deux filles fréquentaient l'école, de sorte que tous étaient couchés à 10 heures au plus tard, et que personne n'ouvrait le robinet de toute la nuit. Une fois, cependant, l'aînée des filles, qui était gourmande et mal élevée, se leva sur le coup de 2 heures du matin pour aller voler dans le frigidaire. Elle prit une cuisse de poulet, la rongea, mangea une mandarine, trempa son doigt dans un pot de confiture, le lécha, après quoi elle eut soif. Elle sortit un verre du buffet, alla au robinet, l'ouvrit. Mais voilà qu'au lieu d'eau, il s'échappa d'une robinet une toute petite bonne femme en robe mauve, avec des ailes de libellule, qui tenait à la main une baguette surmontée d'une étoile d'or. La fée, car c'était elle, se posa sur le bord de l'évier et parla d'une voix musicale. Bonjour, Martine. J'ai oublié de dire que cette fille s'appelait Martine. Bonjour, madame, répondit Martine. Veux-tu être gentille, Martine? Demanda la bonne fée. Donne-moi un peu de confiture. Martine était, comme je l'ai dit, gourmande et mal élevée. Cependant, quand elle vit que la fée était bien habillée avec des ailes de libellule et une baguette magique, elle se dit « Attention, cette dame est une belle dame et j'ai tout intérêt à être bien avec. » Aussi, répondit-elle avec un sourire hypocrite. Mais certainement, madame, tout de suite, madame. Elle prit une cuillère propre, elle la plongea dans le pot de confiture et la tendit à la bonne fée. Celle-ci battit des ailes, volta autour de la cuillère en y donnant quelques coups de langue, puis elle se reposa sur le buffet et dit « Merci, Martine. En récompense de ta gentillesse, je vais te faire un don. À chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche une perle. » Et la fée disparut. « Ben ça alors !»
dit Martine. Et comme elle disait ces mots, 3 perles lui tombèrent de la bouche. Le lendemain matin, elle conta l'histoire à ses parents, non sans jeter une quantité de perles. Sa mère porta ces perles au bijoutier qui les trouva fort bonnes, encore qu'un peu petites. Si elle disait des mots plus longs, dit le père, elle grossirait peut-être. Ils demandèrent aux voisins quel est le mot le plus long de la langue française. Une voisine qui avait des lettres leur répondit que c'était le mot anticonstitutionnellement. Ils obligèrent Martine à le répéter. Elle obéit, mais les perles n'en furent pas plus grosses, plus allongées peut-être et d'une forme un peu plus biscornue. De plus, comme c'est un mot très difficile, Martine le prononçait mal et les perles en étaient de moins bonne qualité. Tant pis, dirent les parents. De toute façon, notre fortune est faite. À partir d'aujourd'hui, la petite n'ira plus à l'école. Elle restera assise à table et parlera toute la journée au-dessus du saladier. Et si elle s'arrête de parler, gare à elle. Martine, qui, entre autres défauts, était bavarde et paresseuse, fut d'abord enchantée de ce programme. Mais au bout de 2 jours, elle en eut assez de parler toute seule et de rester immobile. Au bout de 3 jours, cela devint un tourment. Au bout de 4, un supplice. Et le soir du 5e jour, pendant le dîner, elle entra dans une grande colère et se mit à crier « Zut, zut, zut !» En vérité, elle ne dit pas zut, mais un mot beaucoup plus vulgaire. Et en même temps, voici que 3 grosses perles énormes roulèrent sur la nappe. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demandèrent les parents, mais ils comprirent tout de suite. « C'est simple, » dit le père. « J'aurais dû y penser. Chaque fois qu'elle dit un mot ordinaire, elle crache une petite perle. Mais quand c'est un gros mot, elle en crache une grosse. » À partir de ce jour-là, les parents obligèrent Martine à ne plus dire que des gros mots au-dessus du saladier. Au commencement, cela la soulageait, mais bientôt les parents la grondèrent chaque fois qu'elle disait autre chose qu'un gros mot. Au bout d'une semaine, cette vie ne lui parut plus tenable et elle s'enfuit de la maison. Elle marcha tout le jour dans les rues de Paris sans savoir où aller. Vers le soir, affamée et rompue de fatigue, elle s'assit sur un banc. Un jeune homme, la voyant seule, vint s'asseoir auprès d'elle. Il avait les cheveux ondulés, les mains blanches et un air très doux. Il lui parla très gentiment et elle lui raconta son histoire. Il l'écouta avec beaucoup d'intérêt, tout en recueillant dans sa casquette les perles qu'elle jetait en lui faisant ses confidences, et quand elle eut fini, il la regarda tendrement dans les yeux. « Parlez encore, dit-il, vous êtes merveilleuse. Si vous saviez comme j'aime à vous entendre. Restons ensemble, voulez-vous? Vous coucherez dans ma chambre et nous ne nous quitterons plus. Nous serons heureux. » Martine, qui ne savait où aller, accepta de bon cœur. Le jeune homme l'emmena chez lui, la fit manger, coucher, et le lendemain matin, au réveil, il lui dit « Maintenant, ma petite, parlons de choses sérieuses. Je n'ai pas l'intention de te nourrir à ne rien faire. Je m'en vais d'ici et je t'enferme à clé. Ce soir, quand je reviendrai, je veux que la grande soupière soit pleine de grosses perles. Et si elle n'est pas pleine, tu auras de mes nouvelles. » Ce jour-là et les jours suivants, Martine fut prisonnière et obligée de remplir la soupière de perles. Le jeune homme, au regard si doux, l'enfermait chaque matin et revenait le soir. Et lorsque, à son retour, la soupière n'était pas pleine, il la battait. Mais laissons pour l'instant Martine à son triste sort et revenons chez ses parents. La jeune sœur de Martine, qui était sage et bonne, avait été profondément impressionnée par toute cette histoire et n'avait pas la moindre envie de rencontrer la fée du robinet. Cependant, les parents, qui regrettaient amèrement la fuite de leur aîné, lui disaient chaque jour « Tu sais, si tu as soif la nuit, rien ne t'empêche de te lever pour aller boire un verre d'eau à la cuisine. »
Ou encore, à présent tu es une grande fille, tu pourrais bien faire quelque chose pour tes parents, après tout ce que nous avons fait pour toi. Mais Marie, j'oubliais de dire qu'elle s'appelait Marie, faisait semblant de ne pas comprendre. Un soir, sa mère eut une idée. Elle servit à dîner une soupe aux pois cassés, des filets de hareng, du petit salé aux lentilles et pour finir du fromage de chèvre, de sorte que la nuit suivante, Marie ne put dormir tellement elle avait soif. Pendant 2 heures, elle resta dans son lit à se répéter: je n'irai pas dans la cuisine, je n'irai pas dans la cuisine. Mais pour finir, elle y alla, en espérant que la fée ne sortirait pas. Hélas, à peine le robinet tourné, la fée s'en échappa et vint en voletant se percher sur l'épaule de Marie. Marie, toi qui es si bonne, donne-moi un peu de confiture. Marie était très bonne, mais elle n'était pas bête, et elle répondit: merci bien, je n'ai pas besoin de vos dons. Vous avez fait le malheur de ma sœur, c'est grandement suffisant. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de fouiller dans le frigidaire pendant que mes parents sont couchés. La fée, qui depuis 1500 ans avait perdu l'usage du monde, fut piquée de cette réponse et dit d'un air déçu: puisque vous êtes si peu aimable, je vous donne pour don qu'à chaque mot que vous direz, il vous sortira de la bouche un serpent. Le lendemain, en effet, au premier mot qu'elle voulut dire pour raconter la chose à ses parents, Marie cracha une couleuvre. Elle dut renoncer à parler et leur expliqua par écrit ce qui s'était passé la nuit dernière. Tous affolés, ses parents la menèrent chez un médecin qui habitait 2 étages plus haut dans le même immeuble. Ce médecin était jeune, sympathique et fort bien considéré dans le quartier et promettait de faire une belle carrière. Il écouta le récit des parents, puis il fit à Marie son plus charmant sourire et lui dit: allons, ne vous désolez pas, tout cela n'est peut-être pas si grave. Voulez-vous me suivre dans ma salle de bain? Ils passèrent tous dans la salle de bain. Une fois là, le médecin dit à Marie: penchez-vous bien sur la baignoire, comme ceci. Et maintenant, dites un mot, n'importe lequel. Maman, prononça Marie, et en même temps, une grosse couleuvre glissa de sa bouche dans la baignoire. Très bien, dit le médecin. Et à présent, dites un gros mot pour voir. Marie rougit très fort. Allons, lui dit sa mère, un petit gros mot pour le docteur. Marie, timidement, murmura un gros mot. En même temps, un jeune serpent boa se répandait dans la baignoire. Qu'elle est gentille, dit le médecin tout ému. À présent, ma petite Marie, fais encore un petit effort et dis-moi une parole méchante. Marie comprenait bien qu'il fallait obéir, mais elle était si bonne qu'une parole méchante, même sans la penser, ça lui coûtait à dire. Elle se força pourtant et prononça d'une voix sourde: sale vache. Tout aussitôt, 2 petites vipères roulées en boule sautèrent de sa bouche et tombèrent avec un bruit mou sur les autres serpents. C'est bien ce que je pensais, dit le docteur avec satisfaction. Pour un gros mot, il sort un gros serpent, et pour un mot méchant, un serpent venimeux. Que faut-il faire, docteur? Demandèrent les parents. Ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est simple. Mon cher monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Vous voulez l'épouser? Si elle accepte, oui. Pourquoi donc? Demanda la mère. Vous pensez que le mariage la guérira? J'espère bien que non, répondit le médecin. Voyez-vous, je travaille à l'Institut Pasteur à la fabrication des sérums antivenimeux. Dans mon service, nous manquons de serpents. Une demoiselle comme votre fille est pour moi un trésor. C'est ainsi que Marie épousa le jeune médecin. Ce dernier fut très bon pour elle et la rendit aussi heureuse qu'elle pouvait l'être avec une telle infirmité.
De temps en temps, sur sa demande, elle lui disait des mots atroces pour lui fournir soit une vipère, soit un cobra, soit un serpent corail. Et le reste du temps, elle ne parlait plus, ce qui, heureusement, ne lui pesait pas trop, car elle était simple et modeste. À quelque temps de là, la fée du robinet voulut savoir ce qu'il était advenu des deux filles. Elle apparut à leurs parents un samedi soir après minuit, comme ceux-ci rentraient du cinéma et cassaient une petite croûte avant d'aller se coucher. Elle les interrogea et ils lui répondirent. Toute confuse, elle apprit alors que non seulement elle avait récompensé la vilaine fille et puni la gentille, mais que, par pur hasard, le mauvais don avait tourné à l'avantage de Marie, tandis que le don des perles était pour la pauvre Martine une terrible malédiction, et qu'elle s'en trouvait punie bien au-delà de ce qu'elle méritait. La pauvre fée, découragée, se dit en elle-même. J'aurais mieux fait de me tenir tranquille. Je n'ai aucun usage du monde, je juge tout de travers, et je ne prévois même pas les conséquences de mes actes. Il faut que je trouve un enchanteur, plus sage que moi, pour qu'il m'épouse et que je lui obéisse. Mais où le chercher? Tout en réfléchissant, elle était sortie dans la rue et elle voltait au-dessus du trottoir, rue Brocas, lorsqu'elle vit une boutique éclairée. C'était l'épicerie buvette de Papa Saïd. Papa Saïd lui-même était en train de poser les chaises sur les tables avant d'aller se coucher. La porte était fermée, mais la fée, se faisant toute petite, passa par en dessous. C'est qu'en effet, elle avait vu, traînant sur une planche, un gros cahier et une trousse à crayons que Bachir avait oublié de ranger. Lorsque Papa Saïd se fut retiré, la fée arracha une feuille du cahier. Vous n'avez pas remarqué qu'il manque souvent une feuille au cahier de Bachir? Puis elle sortit de la trousse les crayons de couleur et elle se mit à dessiner. Bien entendu, Papa Saïd, en s'en allant, avait éteint l'électricité. Mais les fées ont de bons yeux et voient même les couleurs en pleine nuit. La fée du robinet dessina donc un enchanteur avec un grand chapeau pointu et une vaste houppelande noire. Le dessin terminé, elle souffla dessus et se mit à chanter. Enchanteur noir, couleur du soir, je t'ai dessiné, veux-tu m'épouser? La tête de l'enchanteur fit une grimace. Non, je ne veux pas, dit-il, tu es trop grosse. Alors, tant pis pour toi, répondit la fée. Elle souffla dessus une seconde fois et l'enchanteur ne bougea plus. Elle arracha une autre feuille, il manque souvent plus d'une feuille au cahier de Bachir, et dessina un deuxième enchanteur avec une houppelande brune. Elle souffla dessus et demanda Enchanteur brun, couleur de rien, je t'ai dessiné, veux-tu m'épouser? Mais l'enchanteur brun détourna la tête. Non, je ne veux pas, tu es trop maigre. Eh bien, tant pis pour toi. La fée souffla sur lui une seconde fois et il ne fut rien de plus qu'un dessin immobile. Puis elle chercha dans ses crayons les crayons de couleur et s'aperçut qu'il n'en restait plus qu'un, le bleu. Tous les autres étaient perdus. Celui-ci, pensa-t-elle, il ne faut pas que je le rate. Alors, en s'appliquant beaucoup, elle dessina sur une troisième feuille un troisième enchanteur dont la houppelande était bleue. Quand elle le finit, elle le regarda avec amour. Vraiment, c'était le plus beau de tous. Pourvu qu'il m'aime, pensa-t-elle. Elle souffla sur lui et se remit à chanter. Enchanteur bleu, couleur des cieux, je t'ai dessiné. Veux-tu m'épouser? D'accord, dit l'enchanteur. Alors la fée souffla dessus 3 fois. À la troisième fois, l'enchanteur dessiné s'épaissit, puis il se détacha de la feuille de papier, puis il se redressa, prit la fée par la main
et tous les deux passèrent par-dessous la porte et s'envolèrent dans la rue. « Avant tout, dit l'enchanteur bleu, je vais ôter leurs dons à Martine ainsi qu'à Marie. »« Vraiment, tu crois ?» demanda la fée. « C'est la première chose à faire, dit-il, et là-dessus il récita une formule magique. Le lendemain, Martine avait cessé de cracher des perles. Le jeune homme à l'air doux, voyant cela, commença par la battre, puis quand il vit que cela ne servait à rien, il la chassa. Elle revint chez ses parents, mais l'aventure lui avait servi de leçon, car elle fut désormais douce et bonne. Le même jour, Marie cessa de cracher des serpents. C'était dommage pour l'Institut Pasteur, mais son époux ne le regretta point, car il eut le plaisir de parler avec elle, et il put constater qu'elle était aussi intelligente que sage. L'enchanteur et la fée disparurent. Je sais qu'ils vivent toujours, mais je ne sais pas où. Ils ne font presque plus de miracles. Ils sont très prudents et ne tiennent pas du tout à faire parler d'eux. J'oubliais d'ajouter ceci. Le lendemain de cette nuit mémorable, Madame Saïd, la maman de Bachir, en ouvrant la boutique, trouva sur une planche les crayons de son fils en désordre, le grand cahier ouvert avec 3 feuilles arrachées et sur 2 de ces feuilles des dessins d'enchanteurs. Très mécontente, elle appela son fils et lui dit sévèrement : « Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Tu n'as pas honte ? Tu crois que c'est pour ça qu'on t'achète des cahiers ?» Bachir eut beau répondre que ce n'était pas lui. Personne ne voulut le croire. Le géant aux chaussettes rouges. Il était une fois un géant qui avait des chaussettes rouges. Il était haut comme 3 étages et vivait sous la terre. Un beau jour, il se dit : « C'est ennuyeux de rester garçon. Je vais faire un tour là-haut et tâcher de me marier. » Sitôt dit, sitôt fait. Il fit un grand trou dans la terre au-dessus de sa tête, mais par malheur, au lieu de tomber en plein champ, il déboucha au milieu d'un village.
Dans ce village, il y avait une jeune fille qui s'appelait Mireille et qui aimait beaucoup les œufs à la coque. Ce matin-là, elle était justement à table avec un œuf dans son coquetier et elle s'apprêtait à l'ouvrir avec une petite cuillère. Au premier coup de cuillère, la maison se mit à trembler. « Tiens, je suis donc devenue forte ?» pensa Mireille. Au second coup de cuillère, la maison se mit à bouger. « Si je continue comme ça, pensa-t-elle, je vais tout démolir, je ferai peut-être mieux de m'arrêter. » Mais comme elle avait faim et qu'elle aimait beaucoup les œufs à la coque, elle décida quand même de continuer. Au troisième coup qu'elle donna sur l'œuf, toute la maison sauta en l'air, comme un bouchon de champagne, et à la place sortie de terre, la tête du géant apparut. La jeune fille, elle aussi, fut projetée en l'air. Par bonheur, elle retomba dans les cheveux du géant, de sorte qu'elle ne se fit point de mal. Mais voilà qu'en se peignant avec ses doigts pour faire tomber les gravats de sa tête, le géant la sentit qui remuait. « Tiens, pensa-t-il, qu'est-ce que j'ai là? On dirait une bête. » Il attrapa la bête et la regarda de près. « Qui es-tu, toi? »« Je suis une jeune fille. »« Comment t'appelles-tu? »« Mireille. »« Mireille, je t'aime, je voudrais t'épouser. Pose-moi d'abord à terre et je te répondrai. » Le géant la posa par terre et Mireille s'enfuit à toutes jambes en criant « Ah !»« Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?» se demanda le géant. Ce n'est pas une réponse. Cependant, il finissait de sortir de terre, il retapait son pantalon lorsque survinrent le maire du village et monsieur le curé. Ils étaient tous les deux très fâchés. Qu'est-ce que c'est que ça? En voilà des manières. Sortir de terre comme ça, au beau milieu d'une agglomération. Où vous croyez-vous donc? Je m'excuse, répondit le géant. Je ne l'ai pas fait exprès, je vous assure. Et cette pauvre Mireille, dit le curé, sa maison qui est toute démolie. Oh, si ce n'est que ça, dit le géant, ce n'est pas grave, le bâtiment, c'est ma partie. Et là-dessus, il prononça ces paroles magiques. Par la vertu de mes chaussettes rouges, que la maison de Mireille soit reconstruite. Et aussitôt, la maison redevint comme avant, avec ses murs, ses portes, ses fenêtres, ses meubles, ses poussières, même ses toiles d'araignée. L'œuf à la coque était de nouveau tout chaud dans son coquetier, prêt à être mangé. « C'est bien, » dit le curé radouci. « Je vois qu'au fond, vous n'êtes pas méchant. Maintenant, allez-vous-en. » « Une minute, » dit le géant. « J'ai quelque chose à vous demander. »« Quoi donc ?»« Je voudrais épouser Mireille. »« C'est impossible, » dit le curé. « Et pourquoi impossible? Parce que vous êtes trop grand. Vous ne pourriez pas entrer dans l'église. »« C'est vrai que l'église est bien petite, » dit le géant. « Et si je soufflais dedans pour l'agrandir un peu? »« Ah, ce serait de la triche, » dit le curé. « L'église doit rester comme elle est, c'est à vous de rapetisser. »« Mais je ne demande pas mieux. Comment faire pour rapetisser ?» Il y eut un silence. Le maire et le curé se regardèrent. « Écoutez, » dit le curé, « vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier chinois. Moi, pendant ce temps, je parlerai à Mireille. Revenez dans un an et elle sera prête à vous épouser. Mais attention, elle n'attendra pas plus d'1 an. » « Et où habite-t-il, votre sorcier chinois? »« En Chine. »« Merci. » Et le géant se mit en route. Il lui fallut 3 mois pour arriver en Chine et encore 3 mois pour trouver le sorcier. Pendant ce temps, il apprenait la langue chinoise. Une fois devant la maison du sorcier, il frappa à la porte. Le sorcier vint ouvrir et le géant lui dit « Yong tcha 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 kong tong 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 »
ce qui en chinois signifie « C'est bien vous le grand sorcier ?» À quoi le sorcier répondit sur un ton légèrement différent « ce qui veut dire « Oui, c'est moi. » Et alors? Le chinois, c'est comme ça. On peut tout dire avec une seule phrase, il suffit de changer l'intonation. « Je voudrais rapetisser, » dit le géant, toujours en chinois. « C'est bon, » dit le chinois, en chinois également. « Attendez une minute. » Il rentra, puis revint avec un verre de potion magique. Mais le verre était trop petit, le géant ne le voyait même pas. Alors le sorcier disparut de nouveau, puis revint avec une bouteille. Mais la bouteille était trop petite, le géant ne pouvait pas la saisir. Le sorcier eut alors une idée. Il roula hors de la maison le grand tonneau de potions magiques, puis il le mit debout et en fit sauter l'un des fonds. Le géant but dans le tonneau comme nous dans un verre. Quand il eut bu, il attendit. Or, non seulement il garda la même taille, mais ses chaussettes, de rouge qu'elles étaient, devinrent vertes. Le grand sorcier chinois s'était tout simplement trompé de potion. Alors le géant entra dans une grande colère et se mit à crier très fort. Ce qui veut dire « Est-ce que tu te moques de moi ?» Le chinois s'excusa et revint avec un deuxième tonneau que le géant but et ses chaussettes devinrent rouges, comme avant. « Et maintenant, fais-moi rapetisser, » dit le géant au chinois, toujours en chinois. « Je regrette, » dit le chinois, « mais je n'ai plus de potion. »« Mais alors, comment je vais faire ?» s'écria le géant d'un ton désespéré. « Écoutez, » dit le chinois, « vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier breton. »« Et où habite-t-il, votre sorcier breton ?»« En Bretagne. » Alors le géant s'éloigna en disant « ce qui veut dire « merci ». Et le chinois le regarda partir en répondant « ce qui veut dire « pas de quoi, bon voyage ». 3 mois plus tard, le géant arrivait en Bretagne. Il lui fallut 1 mois encore pour trouver le sorcier breton. « Que voulez-vous » demanda le sorcier. Le géant répondit « Pardon, excusez-moi, » dit le géant, « je me croyais encore en Chine. Je voulais dire, pourriez-vous me faire rapetisser ?»« C'est très facile, » dit le sorcier breton. Il rentra chez lui, puis ressortit avec un tonneau de potions magiques. « Tenez, buvez !» Le géant but, mais au lieu de rapetisser, il se mit à grandir et fut bientôt 2 fois plus gros qu'avant. Et plus grand qu'avant. « Oh, pardon !» dit le sorcier, « je me suis trompé de tonneau, ne bougez pas une minute. » Il disparut, puis il revint avec un second tonneau. « Tenez, buvez !» dit-il. Le géant but, et, en effet, il revint à sa taille ordinaire. « Cela ne suffit pas, dit-il, je dois devenir aussi petit qu'un homme. »« Ah, ça, c'est impossible, dit le sorcier, je n'ai plus de potions. Revenez dans 6 mois. »« Mais je ne peux pas, dit le géant, d'ici 2 mois, je dois rejoindre ma fiancée. » Et là-dessus, il se mit à pleurer. « Écoutez, dit le sorcier, vous m'êtes sympathique, et d'ailleurs tout cela c'est ma faute. Aussi, je vais vous donner un bon conseil. Allez donc de ma part chez le pape de Rome. »« Et où habite-t-il ce pape de Rome ?»« À Rome. »« Merci beaucoup. » 1 mois plus tard, le géant arrivait à Rome. Il lui fallut encore 15 jours pour trouver la maison du pape. Une fois qu'il l'eut trouvée, il sonna à la porte. Au bout de quelques secondes, le pape vint ouvrir. « Monsieur, vous désirez ?»« Je veux, dit le géant, devenir aussi petit qu'un homme. Mais je ne suis pas sorcier. »
Pitié, monsieur le pape, ma fiancée m'attend dans 15 jours. Eh bien alors, si je suis trop grand, je ne pourrai pas entrer dans l'église pour l'épouser. En entendant ces mots, le pape fut tout ému. Comme c'est touchant, dit-il. Écoutez, mon ami, vous m'êtes sympathique. Je vais tâcher de faire quelque chose pour vous. Le pape rentra chez lui, décrocha le téléphone et composa sur le cadran les 3 lettres S, V, M. Vous le savez peut-être, quand on fait S, V, P, on obtient les renseignements. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand on fait SVM, on obtient la Sainte Vierge Marie. Si vous ne me croyez pas, profitez donc d'un jour où vos parents seront sortis et essayez. Et en effet, au bout de quelques instants, une petite voix se fit entendre. Allô, ici la Sainte Vierge. Qui est à l'appareil? C'est moi, le pape de Rome. C'est vous? Ah, quel plaisir! Et qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, voilà, j'ai ici un géant qui voudrait devenir aussi petit qu'un homme pour se marier, à ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'a pas des chaussettes rouges, votre géant? Si, Sainte Vierge, comment le savez-vous? Eh bien, voilà, je le sais. Vraiment, Sainte Vierge, vous êtes formidable. Merci, merci. Eh bien, dites-lui à votre géant qu'il donne ses chaussettes au blanchisseur et qu'il aille se tremper les 2 pieds dans la mer en invoquant mon nom. Il verra bien ce qui lui arrivera. Merci, Sainte Vierge. Ce n'est pas tout. Comme je prévois qu'il aura des ennuis, dites-lui qu'ensuite il pourra faire 3 vœux qui seront exaucés sur le champ. Mais attention, 3 vœux, pas plus. Je lui dirai. Et le pape répéta au géant ce que lui avait dit la Sainte Vierge. Le jour même, le géant donna ses chaussettes au blanchisseur, puis il alla jusqu'au bord de la mer. Il trempa ses pieds nus dans l'eau bleue et se mit à crier « Marie, Marie, Marie !» Plouf! Aussitôt, il perdit pied. Il était devenu aussi petit qu'un homme. Il revint à la nage, se sécha au soleil et retourna chez le blanchisseur. « Bonjour, monsieur, je viens chercher mes chaussettes rouges. »« Mais je n'ai pas de chaussettes rouges. »« Mais si, la paire de chaussettes rouges de 3 mètres de long. »« Vous voulez dire les 2 sacs de couchage. »« Mais ce sont des chaussettes, je vous dis. »« Écoutez, dit le blanchisseur, appelez ça comme vous voudrez, mais moi, quand je vois une chaussette dans laquelle je peux entrer tout entier, j'appelle ça un sac de couchage. »« Eh bien, donnez-les-moi. » Mais quand il voulut mettre ses chaussettes, le pauvre homme s'aperçut qu'elles lui venaient plus haut que la tête. Il se mit à pleurer. « Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne suis plus géant et sans mes chaussettes rouges, je ne suis plus rien du tout. Si seulement elles pouvaient se réduire à ma taille. » Il n'avait pas plutôt dit ça que ses chaussettes rapetissaient elles aussi et qu'il pouvait les mettre. C'était son premier vœu qui se réalisait. Tout heureux, il se rechaussa et en remerciant la Sainte Vierge, après quoi il songea à s'en retourner. Mais comme il n'était plus géant, il ne pouvait plus revenir à pied au village de Mireille. Et d'autre part, il n'avait pas d'argent pour prendre le train. De nouveau, il fondit en larmes. Hélas, je n'ai plus que 15 jours pour retrouver ma fiancée. Si je pouvais être près d'elle. Il n'avait pas plus d'eau dit ça qui se trouvait dans la salle à manger de Mireille au moment précis où cette dernière entamait un œuf à la coque. Dès qu'elle le vit, elle lui sauta au cou.
Monsieur le curé m'a expliqué, lui dit-elle. Je sais tout ce que tu as fait pour moi, et aujourd'hui, je t'aime. Dans 6 mois, nous nous marierons. Dans 6 mois seulement, demanda l'homme aux chaussettes rouges. Mais il pensa soudain qu'il lui restait un troisième vœu à faire, et il dit à haute voix, que ce soit le jour de la noce. Il n'avait pas plutôt dit ça qu'il sortait de l'église en chaussettes rouges et en bel habit noir, avec Mireille à son côté, toute vêtue de blanc. Depuis ce jour, ils vivent heureux. Ils ont beaucoup d'enfants. Et lui, le père, gagne des sous pour toute la famille à construire des maisons, ce qui lui est facile par la vertu de ses chaussettes rouges.